Le sujet qui nous importe aujourd'hui, les outils, toujours bien évidemment au niveau de l'échelle de performance CO2. Donc, nous avons un outil belge, Totem, qui est donc utilisé pour mesurer l'impact environnemental de bâtiments, entre autres. Magali de Prost va faire un exposé sur cet outil. D'un autre côté, nous avons le Smart Tracker Tool. C'est donc un outil où l'on mesure l'impact CO2 d'une entreprise. Bien évidemment, il s'agit là d'un exemple. Il se peut qu'il y ait encore d'autres outils sur le marché, mais Léo de Smart Tracker va nous donner plus d'informations quant à l'utilisation de cet outil spécifiquement. Voilà. Magali, je te cède la parole pour le premier exposé. L'écran, c'est à vous. Merci, Jonathan. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous présenter l'outil Totem. Je vais directement démarrer. Donc, je travaille à la direction du développement durable au service public de Wallonie. Et pour le projet Totem, nous collaborons avec l'OVAM pour la région flamande et Bruxelles Environnement pour la région de Bruxelles-Capitale. Je vais essayer de passer ça plus doucement. Alors, quelques éléments de contexte par rapport à l'outil. Donc, le secteur du bâtiment en Belgique, mais aussi en Europe et même plus globalement dans le monde, est un secteur qui pèse excessivement lourd au niveau environnemental, puisqu'il est responsable de 50% des ressources naturelles qui sont extraites, 50% de l'énergie primaire qui est consommée, 40% des émissions de carbone, 36% des déchets, donc un tiers des déchets sont générés par le secteur du bâtiment et un tiers de la consommation d'eau. Alors, le contexte de Totem, donc l'outil, c'est vraiment un outil qui a pour but d'évaluer l'impact environnemental des bâtiments et des éléments de construction. C'est un outil qui a vocation de soutenir les architectes et les concepteurs de bâtiments. C'est un outil qui est gratuit, accessible gratuitement via une application web. Il a été lancé en 2018. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit de la collaboration des 3 régions, donc la Flandre, Wallonie et Bruxelles. Alors, c'est un outil qui se veut aligné avec des normes européennes. Donc, l'idée, c'était d'avoir une méthodologie qui soit solide, mais aussi transparente. Et donc, nous nous basons principalement sur 2 normes. La principale étant la EN 15804, qui régit en fait tout ce qui est produits de construction, donc les déclarations environnementales des produits de construction, que l'on appelle aussi les EPD. Il y a aussi la norme, la 15 978, qui, elle, traite plus sur la performance environnementale des bâtiments. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Le principe de la méthodologie de Totem, c'est le principe de l'analyse de cycle de vie. Donc, le principe de l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment de partir depuis l'extraction des ressources, des matières premières, jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Et donc, à chaque étape de ce cycle de vie, on évalue une série d'indicateurs environnementaux. Nous en avons 19 dans Totem, qui sont en fait les indicateurs qui sont repris dans la norme européenne. Et nous assumons le fait que le bâtiment a une durée de vie de 60 ans. Donc, pendant 60 ans, on va analyser tout ce qui se passe à chaque étape du cycle de vie, en ce compris pendant l'utilisation. S'il y a des éléments qu'il faut renouveler, eh bien, à ce moment-là, on regarde combien de fois il faut le faire sur une durée de 60 ans. Et une fois qu'on a tout ce cycle de vie qui est évalué avec tous ces indicateurs environnementaux, on considère qu'on a un profil environnemental du bâtiment. Donc ça, c'est le principe général de la méthodologie. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il y a 2 gros volets dans la méthodologie. D'abord, tout ce qui concerne les matériaux. Donc, c'est vraiment toutes les données de base de Totem. Alors, nous avons tout en haut les données de cycle de vie, donc les LCA, donc les analyses de cycle de vie, qui sont fournies par des producteurs de matériaux. Alors, nous recourons à 2 types de données cycle de vie dans Totem. Des données génériques, parce que nous n'avons pas en Belgique encore, pour tous les producteurs de matériaux, une analyse de cycle de vie qui est réalisée. Et donc, nous utilisons une base de données qui s'appelle EcoInvent, qui est une base de données suisse,
je vais tout allumer, ce sera plus facile, qui en fait fait des moyennes sur des catégories de produits. Donc ça, c'est la source principale de données, c'est EcoInvent. Évidemment, pour ces données génériques, nous les adaptons pour les spécificités belgo-belges, notamment sur le mix énergétique, sur les scénarios de transport et les scénarios de fin de vie, qui, eux, sont assez spécifiques région par région, pays par pays même. De l'autre côté, nous avons quand même en Belgique depuis quelques années des données spécifiques. Donc, les producteurs de matériaux qui réalisent une analyse de cycle de vie peuvent la déclarer auprès du service public fédéral et c'est à ce moment-là qu'ils font la demande pour obtenir une EPD, donc une déclaration environnementale de produit. Cette base de données est de plus en plus alimentée, mais ne représente pas non plus l'ensemble du marché, puisqu'à ce stade-ci, nous avons une septantaine de déclarations qui sont introduites dans cette base de données. Mais depuis 1 an et demi, cette base de données EPD est connectée à Totem. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les données de base que nous avons dans Totem. Donc les EPD d'un côté et les données génériques issues de EcoInvent de l'autre. Ensuite, ces données sont utilisées dans Totem pour faire vraiment l'évaluation au niveau de l'élément et au niveau du bâtiment. Et donc, ici, on explique la hiérarchie que nous avons dans Totem. Donc, en fait, il y a vraiment différents niveaux. Le niveau matériaux, donc avec les analyses de cycle de vie. Ensuite, le niveau composant. Donc, le composant, c'est quoi? C'est un matériau qui est mis en œuvre. Par exemple, si j'ai une brique, si mon matériau, c'est une brique, ben, mon composant, ça va être ma maçonnerie en brique. Donc, avec le mortier, avec les éléments de fixation, avec tout le process pour mettre en œuvre le mortier. Ensuite, le niveau plus haut, c'est l'élément de construction, donc ça va être ma paroi complète. Et ensuite, le niveau bâtiment. Dans Totem, en fait, le niveau matériaux, il est vraiment le back-office quelque part. Ce sont nos données de base, mais qui ne sont pas montrées dans la méthodologie. C'est vraiment au niveau de la bibliothèque que nous abordons la question du composant, de l'élément et puis du bâtiment. Et le score environnemental, lui, est donné uniquement à l'échelle de l'élément et à l'échelle du bâtiment. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le score à l'échelle du composant? Parce qu'en fait, quelque part, un composant tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue scoring parce qu'il faut tenir compte de ses connexions avec d'autres éléments, mais aussi de la durée de vie de l'élément complet. Si par exemple, j'ai un matériau qui a un très bon score environnemental tout seul, mais qu'il est mis dans une paroi pour laquelle on sait que le renouvellement va se faire après 10 ans, eh bien, quelque part, c'est au niveau de l'élément complet qu'il faut regarder parce qu'en fait, il faut tenir compte de sa durée de vie, mais aussi de ses connexions et de son exposition, du contexte dans lequel ce matériau est introduit. Donc, c'est vraiment au niveau éléments et bâtiments que le score est donné. Par contre, les EPD, elles, sont vraiment données au niveau inférieur, donc là, au niveau des producteurs de matériaux qui déclarent soit un matériau, donc leur brique, soit un système complet qui peut être, par exemple, un châssis. Alors, je parlais de 19 indicateurs environnementaux qui sont repris en fait dans des catégories d'indicateurs que vous voyez ici. Alors évidemment, quand on a autant d'indicateurs environnementaux, c'est quand même pas évident de se faire une idée du profil général. Et donc, pour se représenter le profil général, nous avons une méthodologie pour agréger ces indicateurs en un score unique qui est exprimé en millipoints. Donc, nous avons pour chaque indicateur un facteur de conversion donc de l'unité propre de l'indicateur vers les millipoints. Et ensuite, tous ces millipoints sont additionnés pour fournir un score unique. En plus de ces indicateurs environnementaux, nous donnons des informations supplémentaires, des indicateurs supplémentaires, notamment la quantité de carbone biogénique, donc le kilo de carbone qui seront mobilisés dans le bâtiment pendant ces 60 années de vie. Donc, c'est par exemple tout le carbone qui est absorbé par la plante au moment où elle grandit. Donc, par exemple, le carbone qui est stocké dans le bois qui est introduit dans le bâtiment. Donc, cette indication est donnée dans l'outil, mais n'intervient pas directement dans le calcul environnemental et je vais l'expliquer juste maintenant. Donc, en fait, si on reprend le principe de l'analyse de cycle de vie, on regarde tout ce qui s'est passé à toutes les étapes du cycle de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du carbone biogénique, donc le carbone qui est stocké par les plantes?
au moment où la plante pousse, donc vraiment tout au début de sa vie, la plante va stocker le carbone. Ensuite, elle va continuer à stocker ce carbone tout au long de son cycle de vie, au moment où le matériau va être utilisé dans le bâtiment. Mais en fin de vie, au moment où la plante va être, où le matériau, par exemple le matériau bois, va être géré comme un déchet, soit il va être incinéré, soit il va être composté ou éliminé d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est à la fin de sa vie, ce carbone va être relâché. Et donc, évidemment, c'est une vue tout à fait, c'est très, très théorique ce que j'explique là. Et donc, dans Totem, on assume qu'en fait, la balance entre le carbone qui est stocké au début de la vie et le carbone qui est relâché en fin de vie, en fait, la balance, la quantité est la même. Et donc, on assume qu'il n'y a pas de bénéfice, disons, à stocker ce carbone, puisque c'est le carbone que je capte en début de vie, il est relâché en fin de vie. Donc, nous assumons que cette balance est mise à zéro. Ça n'empêche que dans la nouvelle version de la norme que nous avons intégrée dans Totem l'année dernière, ces flux de carbone doivent être répertoriés. Avant, ça ne l'était pas. Il n'y avait aucun flux de carbone qui était répertorié dans Totem. Maintenant, la norme nous demande de le faire. Et donc, ici, vous voyez sur le schéma comment ces flux sont répertoriés. Donc maintenant, nous avons clairement du carbone négatif pour certains produits sur le premier module de sa vie, donc sur le module A. Et en fin de vie, il y a un carbone positif. Et c'est comme ça que nous avons la possibilité de donner la quantité de carbone qui est stockée dans le bâtiment. Mais ça n'a pas ça n'intervient pas dans le calcul environnemental. Donc, il n'y a pas de bénéfice direct. Par contre, il y a cet indicateur extra qui peut être une indication pour l'utilisateur. Alors, on a eu pas mal de discussions déjà sur la manière dont les matériaux biosourcés étaient représentés dans Totem. Et donc, pour affiner un petit peu la question des matériaux biosourcés dans Totem, et notamment sur cette question du carbone, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments spécifiques aux matériaux biosourcés qui parfois posent question dans la méthodologie. Ben, pour objectiver tout ça, nous avons lancé une étude particulière pour analyser la manière dont les matériaux biosourcés sont représentés dans Totem et voir un petit peu quels sont finalement leurs impacts dans la méthodologie. De sorte à un petit peu objectiver et à entrer avec des éléments solides pour pouvoir entrer en dialogue avec les producteurs de ces matériaux-là. Donc ça, c'est une étude qui est toujours en cours, mais nous avons aussi l'intention de pouvoir taguer quelque part dans la bibliothèque des composants dans Totem, mettre un flag spécifique pour les matériaux biosourcés parce que, en tout cas au niveau wallon, il y a pas mal d'incitants qui stimulent en fait le recours à ces matériaux biosourcés. Donc, même si Totem n'est pas à proprement parler un outil de promotion des matériaux biosourcés, c'est pas du tout ça. On fait vraiment le principe des analyses de cycle de vie, il est le même pour tous les matériaux, mais il y a quand même une attention particulière ou une sensibilité particulière à ces matériaux-là en Wallonie. Et donc, l'idée, c'est simplement de pouvoir les identifier facilement. Ce qui ne veut pas dire encore qu'ils ont forcément toujours un meilleur score environnemental. Alors, un autre élément aussi important de la méthodologie Totem, c'est tout ce qui a trait à la circularité. Donc, nous avons introduit fin de l'année dernière des éléments qualitatifs liés à la circularité. Et donc, nous avons en fait évalué le potentiel de réversibilité des connexions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un composant, si par exemple j'ai une plaque qui est vissée ou une plaque qui est agrafée ou un élément qui est collé, eh ben, c'est vraiment la connexion de ce matériau dans l'élément qui va être analysée. Par exemple, si j'ai un élément qui est collé, on va considérer qu'il est non réversible. Alors que si j'ai un élément qui est vissé, on va considérer qu'il est réversible, mais avec un dommage. Et d'autres éléments, eux, sont 100% réversibles. Et donc, on donne simplement cette indication-là avec le petit logo que vous voyez, donc ce petit symbole infini coloré en couleur et qui donne déjà une indication. Si l'utilisateur veut utiliser un composant avec des connexions qui sont plus réversibles, eh bien, à ce moment-là, il peut les retrouver très facilement dans la bibliothèque. Et puis, une fois qu'il a composé son élément complet,
comme l'exemple que vous voyez ici, les couleurs peuvent être affichées de sorte à vraiment se dire, OK, j'ai des éléments qui sont plus réversibles que d'autres dans ma paroi. Par contre, ceux qui sont réversibles, ils sont au centre. Et donc, voilà, c'est une manière de guider l'utilisateur et de lui faire prendre conscience que sa paroi est sans doute améliorable d'un point de vue réversibilité, circularité. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait qualitatif, c'est pas du tout quantitatif à ce stade-ci. Mais ça donne déjà des indications et pour nous, c'était important d'intégrer ces aspects liés à la circularité dans Totem parce que ça contribue aussi, quand on peut réemployer des éléments, à réduire l'impact environnemental des bâtiments. Donc voilà un élément neuf que nous avons intégré il y a 6 mois. Évidemment, pour le futur, l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir quantifier ces bénéfices environnementaux de la circularité. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais l'idée, c'est d'aller au-delà du cycle de vie du bâtiment, de pouvoir dire, on rentre dans une logique de multicycle et de prolongation de la durée de vie des matériaux, de sorte à encore améliorer le score environnemental. Nous avons aussi intégré des indications sur la fin de vie. Je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Ici, c'est simplement pour sensibiliser plus les utilisateurs à ce qui se passe en fin de vie sur les produits. Par exemple, ici, vous voyez donc le petit print screen. Il s'agit de cellules, de flocons de cellulose. Et on voit, voilà, ça permet de dire, ben, il y a 5% qui vont aller en enfouissement et 95% qui vont aller en incinération. Donc, c'est vraiment sensibiliser les utilisateurs à ce qui se passe à la fin de la vie du produit. Ce sont évidemment des scénarios génériques. On n'est pas sur des scénarios spécifiques par produit. Mais on montre aussi, quand on a des EPD, à ce moment-là, le scénario qui est déclaré par le producteur de matériaux. Alors, un autre élément qui peut aussi être intéressant à prendre en compte pour réduire les impacts environnementaux des bâtiments, c'est la capacité des matériaux à être, enfin le fait que les matériaux dans le bâtiment peuvent être soit des éléments existants, par exemple si je rénove mon bâtiment, soit des éléments neufs, mais aussi il y a une palette de matériaux entre les deux, par exemple les matériaux de réemploi, eh ben, ils peuvent avoir un bénéfice environnemental. Donc ici, vous voyez sur le schéma, chaque colonne représente en fait une partie du cycle de vie. Donc le module A est le module production, le B c'est le module d'utilisation, donc ça va être toute la maintenance, l'entretien et le renouvellement des éléments dans le bâtiment. Et le module C c'est la fin de vie. Eh bien, vous voyez qu'en fonction du statut d'un composant, eh bien, il y a des parties du cycle de vie qui ne seront pas prises en compte et donc il y aura un impact environnemental plus faible. Donc, le scénario le pire, quelque part, c'est pour un matériau neuf. Donc là, je vais vraiment considérer la production, l'utilisation et la fin de vie du matériau. Par contre, si j'ai un élément de réemploi, donc je peux choisir que j'utilise une brique qui est issue du réemploi, soit in situ, soit ex situ. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, mon bénéfice, ça va être toute la phase de production que l'on ne va pas prendre en compte, puisqu'évidemment, on considère qu'on prolonge la durée de vie du matériau et donc que sa production, elle a déjà été amortie sur le cycle de vie précédent. Si j'ai un élément existant dans mon bâtiment, on va simplement considérer la maintenance des éléments pour le nouveau cycle de vie qui est engagé et puis sa fin de vie. Et par contre, on a aussi introduit un nouveau statut qui est le statut démoli. Normalement, la démolition, on considère qu'elle est rattachée au cycle de vie précédent, mais il nous semblait quand même important de pouvoir aussi évaluer les impacts de la démolition, de sorte à vraiment pouvoir comparer des scénarios de bâtiments démolis, de bâtiments rénovés, de bâtiments neufs. Donc voilà, c'est un statut qui a été ajouté dans Totem. Et donc concrètement, voici une capture d'écran d'une modélisation d'un élément. Donc voilà la fenêtre que l'utilisateur a. Sur sa gauche, il a vraiment la liste de tous les layers, donc toutes les couches qui interviennent dans son élément. Et vous voyez à droite, je pense qu'il y a une petite animation, voilà à droite, le petit donut qui représente la part relative de chaque composant dans le score global de l'élément. Et en hachuré, on a représenté à ce moment-là la partie qui a été l'impact de la partie démolie. Donc ça, c'est vraiment pour arriver à l'utilisateur à modéliser vraiment la réalité de son projet. Alors,
ça, ce sont les fonctions qui existent actuellement dans Totem et quelles sont les fonctionnalités que nous voulons développer et les éléments que nous voulons mettre en évidence dans les prochains mois, les prochaines années. D'abord, augmenter le nombre de PD, puisque ce sont vraiment les déclarations environnementales qui sont faites par les producteurs de matériaux. Ça veut dire aussi que dans leurs déclarations environnementales, les producteurs peuvent valoriser tous les efforts qu'ils mettent en place dans leurs usines, en termes d'emballage, en termes de process, mais tous ces bénéfices sont vraiment directement valorisés dans leur EPD. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément important pour stimuler le marché quelque part, d'une part, améliorer leur processus de fabrication et deuxièmement, de pouvoir les valoriser et que les concepteurs puissent directement les utiliser dans Totem et utiliser ces produits dont les processus s'améliorent avec un impact environnemental qui est de plus en plus bas. Ensuite, nous voulons étendre la bibliothèque au système. Pour l'instant, dans Totem, nous avons principalement les éléments planaires, donc les toits, les planchers. Les éléments de structure sont aussi introduits de manière sommaire, mais ils sont quand même déjà dedans. Par contre, pour vraiment être le plus raccord possible avec la PEB, donc avec la performance environnementale des bâtiments, nous sommes en train de travailler actuellement, ce sera sans doute introduit pour la fin de cette année-ci. Donc les systèmes, donc ventilation, chauffage, production d'eau chaude sanitaire et photovoltaïque. Le lien avec la PEB, donc pour l'instant dans Totem, le score environnemental tient compte aussi de l'énergie. D'ailleurs, le score est chaque fois scindé en deux parties, énergie, matière, et puis le score est globalisé. Mais on veut vraiment avoir un lien très, très fort avec la PEB, quitte à pouvoir récupérer des informations d'un logiciel vers l'autre. Donc là, on travaille activement avec nos collègues pour travailler, pour que les outils puissent être le plus connectés possible. La partie sur la circularité, j'en ai parlé, donc vraiment d'arriver jusqu'à cette évaluation quantitative de la circularité, de pouvoir avoir tous les bénéfices environnementaux des éléments qui peuvent avoir une durée de vie plus longue et qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Le lien aussi avec le BIM, donc pour l'instant, il y a un lien qui est possible entre Totem et le BIM. Il est possible d'importer des données BIM dans Totem, mais c'est une fonction qui ne fonctionne, enfin qui a vraiment ses limites pour l'instant et qu'on essaie d'améliorer en continu. Et alors un benchmark, puisque pour l'instant, Totem donne un score environnemental aux bâtiments et aux éléments de construction, mais quelque part, l'idée de ce score, c'est de pouvoir améliorer son bâtiment sur lui-même. Il n'y a pas de benchmark qui permet de définir des valeurs seuil. Donc, on n'a pas de valeur seuil dans Totem qui dit ça, c'est un bon score, ça, c'est un mauvais score. Donc, ici, l'idée du benchmark, c'est vraiment d'analyser un panel de bâtiments important pour vraiment arriver à fixer cette échelle. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui prendra sans doute un peu de temps, mais qui est en cours d'élaboration. Alors, peut-être quelque chose qui peut être intéressant, c'est de vous montrer à quel moment est-ce que finalement Totem peut être intégré dans un marché public. Et j'ai fait le lien aussi avec l'échelle de performance CO2. Donc, dans un processus de projet, Totem, c'est vraiment un outil qui va concerner l'architecte, le concepteur du bâtiment. Et donc, c'est important que quand on lance un marché d'études, d'abord de bâtiments, c'est important de prévoir, quand on va choisir son architecte, de prévoir que celui-ci va devoir faire l'étude de Totem. Donc, c'est pour ça que dans le cahier de charge d'architecture, il faut déjà intégrer l'exigence Totem. Donc, en tout cas, imposer que Totem soit utilisé par le concepteur. Évidemment, après, pendant la conception du projet, le concepteur va devoir réaliser là que vous connaissez déjà bien, qui intervient plutôt, qui concerne plus les entreprises et qui intervient plus sur le marché de travaux. Donc, je pense que c'était bien de recadrer un tout petit peu. Alors, dans la pratique, Totem, comme je disais en introduction, c'est un outil qui est gratuit, mais qui est utilisable sur base volontaire. Il n'y a pas d'obligation pour l'instant à utiliser Totem. Nous avons à ce stade-ci à peu près 6200 utilisateurs qui sont inscrits. Donc, il faut s'inscrire pour pouvoir utiliser l'outil. Bon, c'est simplement donner son adresse mail, ouvrir un compte pour pouvoir à ce moment-là enregistrer ses projets. Nous formons régulièrement des architectes, mais aussi, voilà, tout qui veut suivre une formation Totem est évidemment le bienvenu, mais c'est principalement des concepteurs de bâtiments qui participent à ces formations.
Il y a déjà 2 guides qui existent pour l'intégration de totems dans les marchés publics. Un guide qui a été proposé par l'OVAM, une étude que l'OVAM a menée spécifiquement. Une étude a été menée aussi par l'IBGE, enfin par Bruxelles Environnement, pardon, et des guidelines devraient bientôt être disponibles. Mais voilà, je vous ai mis le lien vers le guide, en tout cas de l'OVAM. Totem est aussi intégré dans le GROS. Sans doute que les personnes en Flandre connaissent mieux cet outil. Donc, c'est un outil de mesure de la durabilité des bâtiments. Vous pouvez aussi savoir que cet outil, on vient de signer une convention de collaboration à 3 régions, donc on est en train de travailler à 3 régions pour que le GROS puisse être étendu à la région de Bruxelles-Capitale et à la région Wallonne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on aura aussi là un outil 3 régions, donc c'est en cours. Et donc, dans le GROS, la partie matériaux se base en fait sur l'évaluation de totem. Nous avons aussi obtenu une reconnaissance de BREEAM, donc pour les personnes qui veulent recourir à ce référentiel, à cette certification en Belgique, ils peuvent, pour la partie matière, recourir à Totem. Nous sommes reconnus pour ça, donc ça c'est plutôt très très positif aussi. Et alors spécifiquement pour Bruxelles, il y a une prime qui existe pour stimuler, disons, l'utilisation de Totem. Donc, c'est un petit peu comme une prime audit. Donc, si un client souhaite réaliser une étude de Totem, faire une étude Totem par son architecte, il peut demander une prime pour le faire. Et je pense que, voilà, encore juste une dernière information. Donc, le site web, c'est totem-building.be. Vous avez déjà accès à une série d'informations sans vous inscrire, notamment toute la documentation qui est disponible. Donc, toute la méthodologie est bien référencée. Il y a toute une série de supports de formation qui sont repris. Il y a aussi des tutoriels vidéo. Donc, voilà, il y a une série d'informations. Si vous avez des questions par rapport à Totem, il y a aussi une adresse, un desk qui est disponible. Et donc, je vous invite à écrire à cette adresse-là pour toute question complémentaire sur la méthodologie. Voilà, et il me reste à vous remercier pour votre attention et je repasse la parole à Jonathan. Merci beaucoup, Magali. Dankjewel. Dan nog even vermelden, vragen zullen we op het einde behandelen. Donc, les questions, c'est pour la fin du webinaire. Et donc, maintenant, je donne la parole à Léo, qui va nous présenter l'instrument Smart Tracker. Exemple, donc, d'un instrument qui peut être utilisé pour réduire l'impact du CO2 des entreprises. Voilà, Léo. Merci, Jonathan. J'espère que l'on entend, dit monsieur, et que vous voyez mon écran. On ne voit pas encore l'écran de monsieur. Voilà. Nous avons déjà parlé de l'échelle de performance CO2. Et donc, nous avons déjà expliqué ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Nous avons l'instrument Smart Tracker, 2 composantes. L'application trouve son origine en 2010, lorsqu'on avait conçu initialement aussi l'échelle de performance CO2. On peut diviser cet instrument en 2 composantes, exigences qualitatives et quantitatives. Maintenant, je me trouve dans la partie de l'évaluation. Je vais aller maintenant dans une nouvelle évaluation. J'ai ici la possibilité de faire un choix. Je fais ceci donc en guise d'exemple. Je vois donc l'échelle de performance CO2. Ici, vous voyez la possibilité de renseigner des dates au niveau du processus de certification. Donc, l'application va vous aider à planifier certaines choses. Donc, quand est-ce que je vais faire la récolte des données pour l'auto-évaluation? Quand est-ce que je planifie l'audit interne? L'évaluation par la direction? Un audit externe éventuellement? Voilà donc le cadre complet
pour la normation et pour la norme à laquelle vous voulez répondre. Ici, vous voyez donc une photo du Greenhouse Gas Protocol. Donc, c'est l'impact au niveau du scope 3, donc, de ce protocole. Le protocole, bien évidemment, qui est la base de l'échelle de performance CO2. Et donc, lorsque vous construisez une maison, vous allez devoir considérer les matériaux achetés. Et puis, vous allez voir aussi, bien évidemment, quel est le cycle de vie des composantes, mais aussi quelle est la consommation en énergie de ce bâtiment durant le cycle de vie. Tout commence par scope 1 et 2. Le protocole a été conçu comme tel. Chaque entreprise, chaque citoyen, si vous voulez. Si tout le monde réduisit ses émissions CO2, scope 1 et 2, on pourra atteindre les ambitions mondiales. Et c'est ainsi qu'a été conçue l'échelle de performance CO2. Il y a donc 5 niveaux, comme vous le voyez. Réduction, transparence, participation. L'une des questions à poser au niveau des exigences générales, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez certifier et qu'est-ce que vous faites au niveau de l'émission CO2. Au niveau de en fonction de la taille de l'entreprise, vous avez éventuellement des exonérations. Il faut aussi, bien évidemment, faire des analyses de la chaîne. Donc, ici, je vais choisir une société qui est petite, une petite entreprise qui veut certifier au niveau 5. Le questionnaire est adapté et vous allez voir pour quelle question, pour quelle demande vous avez une exemption. Alors, image finale, ici, vous voyez l'entreprise au niveau 5. Vous voyez aussi les scores de l'audit, le processus ensuite qui est parcouru jusqu'à la certification. Donc ici, vous avez les preuves qualitatives, bien évidemment, dans le système. Vous avez la possibilité d'ajouter des choses. Ici, vous pouvez donc gérer toutes les informations que vous devez récolter. Donc, on va faire rubrique A et B. Et je vais aller dans l'application de mesure. Je vous montre alors une photo. Donc, image finale de Plan Do Check Act. Et donc, voilà. Évaluation de la situation. Voir comment je vais pouvoir m'améliorer au fil du temps au niveau des émissions scope 1, 2, 3. Vous allez devoir donc gérer les données au fil du temps. Vous voyez ici à l'image 3 choses. Vous voyez l'histoire ici, l'historique des données qui ont été récoltées. Ici, l'objectif a été fixé donc au niveau 2030. Et vous avez cette ligne de prévision dès que sur la base des mesures que vous aurez approuvées, que vous aurez donc approuvé pour l'affectation du budget. Mais il y a aussi des mesures qui sont en préparation. Et là, vous pourrez alors faire des scénarios. Ici, vous voyez qu'il y a encore des mesures qui vous permettent d'établir un score beaucoup plus bas. Donc, vous pouvez aller ici adapter ceci à votre situation spécifique. Alors, j'ai ici rempli certains chiffres. Aspect important au niveau de ce protocole,
c'est que vous puissiez toujours comparer les choses qui sont comparables entre elles. Première étape, c'est la situation organisationnelle, la baliser, l'actualiser. Ici, si on ajoutait quelque chose encore, par exemple, alors avec un pourcentage de consolidation, j'indique comment je vais prendre ça en considération. Il y a différentes façons de consolider. Ici, pour cette société, j'ai que 20% des actions. Alors là, cette partie ne sera plus consolidée. Mais bon, ici, on va partir du principe que ce soit consolidé à 100%. C'est un système de management, de gestion. Et ainsi, l'application sera aussi votre manuel de qualité. Vous construisez de la sorte toute votre structure. Vous ajoutez à cela éventuellement des mesures ou des définitions de mesures manuellement, résultat d'un totem par exemple, d'une construction. Si cette construction, vous l'appliquez souvent, eh bien, vous allez pouvoir répertorier les nombres. Si vous avez 3 types de construction par exemple, avec toujours leur propre performance CO2, eh bien, vous pourriez éventuellement les comparer entre elles et cela peut vous aider à toujours choisir la variante la plus écologique. Alors, vous voulez par exemple encore faire quelque chose au niveau du chauffage et de l'électricité. Je le remplis, je donne la date de début, je peux choisir l'intervalle, donc année de référence. Après, l'échelle de performance m'obligera donc à faire cette performance ou cette évaluation à 2 reprises par an. Importation des données ensuite. Alors, j'ajoute ceci au siège à Bruxelles. Alors, j'ai rafraîchi l'écran, l'électricité s'est ajoutée. Donc, vous pouvez faire des filtres. Donc ici, vous voyez qu'une valeur a été remplie avec le calcul qui a été utilisé. Ici, vous l'avez pour le CO2, énergie. Vous pouvez aussi parler ou penser au carbone, etc. Là, une partie importante de l'échelle de performance, c'est la validation de l'empreinte écologique. Donc, je vais adapter ceci. Et on peut donc ajouter là des preuves, par exemple. Donc, vous pouvez ajouter une remarque, vous pouvez aussi ajouter un document et communiquer éventuellement aussi avec les collègues. Donc, plutôt que de faire des échanges par mail, ici, vous pouvez, dans ce système, faire cet échange avec les collègues. Donc, en tant qu'enregistreur, je dis, voilà, je suis prêt et je vais donc faire enregistrer les valeurs. Il faut alors que quelqu'un l'approuve, le vérifie d'abord pour ensuite l'approuver. Possibilité aussi donc de communiquer avec le collègue toujours. Donc ici, je désapprouve. Ça revient à la phase conceptuelle. Les autres, je les approuve, par exemple. Eh bien, de cette façon-ci, vous avez le contrôle des données et de la validation de ces données. Il y a encore une troisième étape
où vous allez checker définitivement la procédure. Donc, nous avons géré le thème du CO2. D'autres thèmes sont aussi possibles. Alors, nous avons récolté les données, enregistré les données. Regardons ce que cela donne au niveau des graphiques. Différentes sortes de représentations. Vous n'allez donc pas devoir ou plus devoir produire des tableaux en Excel, par exemple. Je voudrais alors commencer par l'objectif ici. Bâtiment, processus, projet, différents niveaux sont possibles. Je choisis ici émissions CO2, donc j'ai une organisation qui est vraiment en développement. Nous voulons une réduction de 55%. Mesure sa pause. Et là, je choisis donc les objectifs et les objectifs que je veux réaliser. Je choisis donc les rubriques. Première année, par exemple, je ne fais encore rien. Mais l'année d'après, je dis, voilà, je veux une réduction de 2% sur les véhicules d'entreprise, électricité, uniquement une électricité verte. Matières premières, voir comment nous pouvons faire mieux, moins 10%. Voiture électrique. Machine électrique aussi. Et chauffage, voilà, nous avons introduit une pompe à chaleur. Donc ainsi, vous pouvez le moduler par an. Vous mettez sur 2030, par exemple. Là, vous mettez 50%. Vous remplissez donc toutes les cases selon vos provisions, selon vos objectifs. Alors, le système va faire des graphiques sur la base des données introduites. Au niveau de tout le programme de gestion, vous allez devoir bien évidemment prendre les mesures pour faire en sorte de réaliser les objectifs. C'est essentiel, cette ligne d'objectifs, parce que ceci doit être ratifié. Et vous allez devoir aussi démontrer comment vous y travaillez pour atteindre les objectifs. Je peux donc commencer par la mesure achat, électricité durable, électricité verte. Ici, vous voyez la valeur attendue, valeur réelle. On peut aussi travailler sur la base de budget et dire, par exemple, ici, je fais une prévision. Et puis, vous allez voir sur la base des valeurs attendues ce que vous pouvez prendre en mesure supplémentaire. Ainsi, vous verrez comment vous allez pouvoir franchir des étapes. Bien évidemment, ce n'est pas tellement peaufiné, mais au fil du temps, vous allez pouvoir gérer donc vos principales émissions de la sorte. Les valeurs, vous pouvez choisir de prendre les valeurs relatives ou absolues. Ici, par exemple, on prend l'électricité. En 2023, c'est une électricité verte à 100%.
Alors, je fais une sauvegarde. Les émissions CO2 et les économies, cela vous donne cela aussi. Donc, vous pouvez donc moduler la chose en fonction de ce qui se déduit, mais aussi ce qui s'ajoute. Si alors, ici, je regarde l'état d'avancement en préparation, cela dit, donc je peux aussi ici ajouter des offres ou des aperçus de coûts. Je soumets les mesures à ceux qui doivent décider du budget, par exemple. Vous pouvez là ajouter des commentaires, par exemple, comme quoi l'audit a eu lieu. Après l'approbation, vous allez aussi voir les effets de cela sur la ligne du temps, ce qui se voit alors aussi au niveau des graphiques. Donc, pour 2023, on a pris une mesure et on est presque déjà au niveau de l'objectif fixé. Ici, autre mesure que l'on prend. Jonathan intervient pour signaler à monsieur qu'il dispose encore de quelques petites minutes. Alors, je vais essayer de faire vite, dit monsieur, pour faire les scénarios et finalement, vous allez devoir faire un rapportage. Rapportage donc, avec plusieurs formes que vous devrez faire au niveau de l'échelle de performance, évaluation énergétique, plan d'action énergie, plan de communication, évaluation direction. Enfin, je vais maintenant expliquer l'évaluation énergie. Que fait-on dans ce rapport? Eh bien, l'on regarde de savoir quelles sont les tendances, ce qui peut être encore amélioré. On le lie au CA, au nombre de TP, on regarde quelles sont les opportunités de croissance, les mesures, les marges de manœuvre, et ainsi vous allez concevoir tout votre cycle. Je reprends l'évaluation. Donc, si vous faites bien la chose, pour A, ce sera bien fait. Alors, vous le faites aussi pour B. C'est la base, la communication que vous faites à l'extérieur sur tout votre programme. Et puis la participation. Comment est-ce que vous l'intégrez dans la chaîne avec des entreprises collègues, des fournisseurs pour ensemble partir à la recherche de plus de réutilisation, de cycles de vie plus durables, etc. Donc finalement, ceci en résumé l'échelle de performance. Et ainsi, j'aurai respecté mon temps de parole. Jonathan, je te donne la parole. Merci Léo. Merci pour cette présentation. Alors maintenant, s'il y a des questions, nous pouvons passer à la réponse aux questions. Je voyais dans le chat, dans le QA qu'il y avait 2 questions relatives à Totem. Magali, ik zie dat mijn camera staat. Excusez. Magali, il y avait une question sur le totem et les émissions de CO2 directes et indirectes. Vous avez répondu par écrit, mais peut-être vous pouvez aussi expliquer un petit peu en oral votre réponse. Oui, donc quand on parle des émissions de carbone en particulier, c'est toujours la même logique de cycle de vie. Donc, c'est pour chaque indicateur environnemental, chaque indicateur est calculé à chaque étape du cycle de vie. Donc, c'est vraiment 2 notions qu'il faut croiser quelque part. Donc, ça veut dire que les émissions de carbone, on va les analyser au moment de la production, c'est-à-dire quelles sont les émissions qui sont liées à l'extraction des matières, quelles sont les émissions qui sont liées à la fabrication des matières, quelles sont les émissions qui vont intervenir pendant la durée de vie du bâtiment. Donc là, on pense plus particulièrement aux émissions qui sont liées au chauffage. Et alors, en fin de vie, quelles sont les émissions qui vont être provoquées par l'incinération, par l'élimination des matériaux. Donc, c'est vraiment à chaque étape du cycle de vie, c'est la même logique. Donc, c'est ce qu'on peut appeler des émissions directes et indirectes.
En fait, ce sont les externalités, c'est ce qu'on appelle les externalités. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser à ce qui se passe pendant la vie du bâtiment. Donc, les émissions de chauffage, enfin, l'électricité, par exemple, parce qu'il y avait aussi une deuxième question sur l'électricité. Mais il y a l'énergie que je vais consommer pendant la phase d'utilisation de mon bâtiment. Mais évidemment, la logique est la même. On va chaque fois voir quelles sont les consommations électriques et quels sont leurs impacts à chaque étape du cycle de vie. Donc, c'est vraiment toujours cette approche holistique et donc intégrer tous les aspects environnementaux, pas uniquement sur l'utilisation de bâtiments, mais ce qui passe en amont et en aval de cette phase d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on appelait particulièrement l'énergie grise, par exemple. Donc, c'est vraiment toute l'énergie qui est cachée quelque part dans les bâtiments. Et ben, donc ici, grâce à Totem, quelque part, on montre tous ces impacts-là. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les externalités, en fait. Voilà. Ok, merci. Question pour Léo aussi. Le deuxième instrument est payant, effectivement. C'est un exemple qui vous permet de faire ces calculs d'émissions CO2. Voilà, je ne sais pas si tu peux nous donner un ordre de grandeur au niveau du prix. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, les applications, il y a des prix d'abonnement qui sont fixés. Vous allez trouver ces informations sur le site web. Mais donc, si vous voulez, vous pouvez m'aborder de façon personnelle pour que je vous l'explique sur la base de votre entreprise ou bien sur le site web de SmartTrack. Oui, tout à fait. Merci. Dans le Q&A, il n'y a plus de questions. Nous avons ainsi abordé toutes les questions. Nous avons eu les deux exposés. Je vous remercie encore Léo et Magali. Merci à tous les participants encore une fois. Ah, il y a encore une question qui rentre, dit monsieur, pour Magali. Magali, une question, le lien ne fonctionne pas vers Ok. Je vais remettre le lien, mais sinon, sur la page de Totem, dans la documentation, en fait, c'est vers ça que j'ai renvoyé, mais je vais remettre le lien. Désolée. Ok, parfait. D'accord. Alors, voilà, on s'approche du fin du webinaire. Je remercie tout le monde. Je remercie les partenaires pour la collaboration. Et si jamais il y avait encore des questions après coup, vous pouvez toujours me joindre par mail. Les présentations seront aussi mises à disposition. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée.